Elle s'est accrochée à moi, elle a pleuré, elle a une épaule à l'autre, elle a fondu en larmes. Pour elle, ça faisait 20 ans qu'elle espérait revoir ses enfants. Les métis n'ont pas encore trouvé de place dans les livres de l'histoire coloniale et ils espèrent à présent sortir de l'ombre. Ils ont été invités à livrer le récit de cette ségrégation troublante au Parlement bruxellois. Une première étape avant, qui sait, une reconnaissance fédérale. On a envie d'éveiller, comme un volcan qui était éteint pendant des milliers d'années, eh bien on a envie d'éveiller tout ça et de témoigner maintenant pour nos enfants, nos petits-enfants. Pour être reconnu ? Tout simplement pour être reconnu par l'histoire, par l'État belge et peut-être éventuellement, ce serait quand même magnifique également que l'État belge reconnaisse un peu certaines erreurs du passé. Avant toute chose, les métis espèrent avoir enfin accès aux archives de l'Église, de l'histoire coloniale des affaires étrangères. Les députés bruxellois ont promis de les aider dans cette aventure. Voilà pour ces faits dont on perçoit l'extrême gravité. Assoumani Boudaqua en direct de Bruxelles en Belgique. Vous disiez donc affaire d'État. Pourquoi ? J'ai qualifié la ségrégation ciblée des métis comme étant une affaire d'État pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'État colonial a considéré une partie de sa population, en l'occurrence ici les métis, comme constituant une menace au prestige de la race blanche des colonisateurs, comme un danger à la pérennité du régime colonial. En fait, en réalité, l'État colonial s'est trompé d'ennemi. L'État a également soustrait du débat public toutes les discussions concernant les métis. Elle a voulu en faire un débat interne au sein du gouvernement, au sein du ministère des colonies, où deux commissions ministérielles ont siégé, la première de 38 à 39 et la deuxième de 47 à 50. Étant donné que le ministère n'avait pas l'obligation de publier les comptes rendus de ces réunions, ces débats sont restés dans un cercle relativement clos. Je dis aussi que c'est une affaire d'État parce que l'État a contrôlé tous les métis individuellement et collectivement, en ce sens que tous leurs gestes étaient répertoriés et suivis par les agents de la sûreté de l'État, que leur organisation, notamment l'association des Mulâtres de Leopoldville, créée en 1932, a été mise pratiquement sous tutelle d'une autre commission d'Européens blancs à Kinshasa, à Leopoldville à l'époque, de telle sorte que les métis ne puissent pas devenir une menace à la pérennité, aux enjeux du colonisateur. Il faut surtout se rappeler une chose, c'est que cette obsession de voir les métis devenir un jour les ferments de la révolte, et même les leaders de la révolte, provient de la révolte des métis au Canada, sous la conduite de Louis-David Riel, lequel Louis-David Riel n'était pas métis de première génération, mais c'est son arrière-grand-mère qui était métisse. Et on a donc conclu que tout qui portait une goutte de sang blanc était susceptible, comme Louis-David Riel, de conduire les masses à la révolte contre le régime colonial. Donc la question des métis a été véritablement une affaire d'État, parce que l'État a orchestré, a organisé, a alimenté, a promu, a cautionné cette ségrégation, quand bien même la loi ne l'indiquait pas de manière aussi nette. Ségrégation sur combien d'enfants devenus adultes, combien d'enfants sont-ils concernés par ce scandale ? Alors, les statistiques pendant la période coloniale ont été très parcellaires. Suivant les périodes, on indiquait 4 000 ou 6 000. Il y a même eu des chiffres jusqu'à 20 000. Le ministre des colonies a dit qu'il y en avait 12 000 en 1947 lorsqu'il a autorisé la tenue d'une commission ministérielle. À la veille de l'indépendance, on en dénombre entre 12 et 13 000, en précisant bien entendu que ce chiffre est probablement inexact. Je doute personnellement sur la valeur de ces statistiques, du fait que rien n'indique ni les âges, ni le sexe, ni les régions, et je pense personnellement qu'il y avait peut-être beaucoup plus, peut-être beaucoup moins. Comment est-ce qu'aujourd'hui, au Congo, dans la région des Grands Lacs, dans les pays concernés, ce scandale est-il perçu ? Alors d'abord, on ne le perçoit pas comme scandale. Hein. Je ne dirais pas personnellement je n'utiliserai pas personnellement le mot de scandale. C'est surtout perçu comme une lâcheté, comme un gâchis, comme un échec, comme une impasse, parce que cet État colonial qui était supposé moraliser, civiliser, apporter les règles de vie supérieures, dirait-on, s'est comporté par rapport
à ses propres enfants de manière injuste, de manière lâche, avec ce qu'on viendrait d'appeler aujourd'hui un véritable gâchis. Mais justement, enfants du péché suprême, n'entrant pas dans les critères ségrégationnistes noir-blanc, ils ont été le plus souvent arrachés à leurs parents, on l'a vu, déportés en métropole, placés dans des institutions religieuses de Belgique. Comment est-ce que tout cela a été possible? Bien entendu, crime du colonialisme, mais on n'a pas vu ça partout, hein, ce phénomène dans d'anciennes colonies, par exemple, de la France. Il y a eu aussi, dans des colonies françaises, il y a eu des orphelinats pour métis, au Mali, il y a eu au Congo-Brazzaville, etc. Ça a existé, mais avec beaucoup moins de ségrégation comme les Belges en ont fait preuve. Les Français n'ont pas justifié, par exemple, cette ségrégation par des caractères monstrueux. Hein. Il y a un Belge qui dit le mulâtre est un monstre et tout ce qui constitue à le reproduire est une monstruosité. Plusieurs hommes d'État belges, notamment ceux qui ont animé l'association pour la protection des métis, ont utilisé des termes assez forts pour pratiquement considérer le métis comme étant une espèce de monstruosité. Mais dans plusieurs colonies, notamment françaises, que ce soit en Indochine ou que ce soit en Afrique équatoriale française ou en Afrique occidentale française, il y a eu des orphelinats. Maintenant, comment cela s'est passé ? De façon parfois sournoise. Parfois, c'est un prêtre qu'on envoyait pour qu'il puisse convaincre la maman de céder l'enfant parce que, disait-on, leurs pères blancs veulent s'en occuper, leur donner une instruction. Parfois, c'était de manière assez brutale. Des agents de l'État débarquaient et imposaient à la mère d'aller déposer ses propres enfants. Assoumani Boudagua, une dernière question, pardonnez-moi, elle sera double. En quelques mots, on l'a vu dans le reportage, le législateur belge se penche sur la question. Qu'attendez-vous des politiques aujourd'hui du Royaume? Et qu'attendent aussi les victimes que vous avez rencontrées? Est-ce qu'elles demandent réparation et de quelle nature? Alors, de manière très claire aujourd'hui, la première revendication des métis, qui sont d'ailleurs organisées dans une association appelée Association Métis de Belgique, la première revendication, c'est la reconnaissance par l'État belge de ce que fut la ségrégation ciblée dont ils ont été l'objet ou dont ils ont été victimes. Il semble aujourd'hui qu'il y a un accueil favorable. On en a eu les preuves compte tenu de l'attitude de Mme Julie de Groot, présidente du Parlement francophone bruxellois. On a vu que Mme Christine Defrene, présidente du Sénat, se sont montrées très intéressées par la problématique et sont prêts à la porter au plus haut niveau de l'État, au niveau du Parlement et au niveau du gouvernement. Donc il y a aujourd'hui une attitude, je dirais, positive, et je rends hommage ici à quelqu'un comme M. Nicolas Rousseau de Passe-Christie, qui a beaucoup aidé les métis à ce que dans le public, on puisse avoir un débat. Ça fait 3 débats qu'on a menés sur la question, et on sent petit à petit que beaucoup de Belges sont surpris d'apprendre que cette page avait été oubliée, avait été méconnue, et ils sont, me semble-t-il, disposés à en débattre de manière très sereine. Donc je me joins au combat que l'association Métis de Belgique mène, je me joins à tous les efforts qui sont faits pour que cette problématique soit portée au niveau du public, et j'accepte volontiers de participer à des conférences, et c'est la raison pour laquelle je vous remercie chaleureusement et profondément de m'avoir invité pour parler ce soir. Eh bien, merci beaucoup à vous, Assoumani Boudagua, de nous avoir éclairé sur cette page sombre de l'histoire. Donc, noir, blanc, métis, la Belgique et la ségrégation des métis du Congo belge et du Rwanda, Urundi 1908-1960. Merci beaucoup à vous d'avoir été en direct de Bruxelles, en Belgique, avec nous. Voilà. Donc, les Belges, les seigneurs de la mort, ont fait des enfants avec des femmes congolaises, ont fait des enfants avec des femmes rwandaises, et ont amené les enfants en Belgique. Ils ont changé des actes de naissance. Pas de traces. Donc les enfants devaient grandir comme ça, avec des mères qu'on présentait que c'était leur mère, mais des mères fantômes. Les Belges, crime contre l'humanité. Mais les Belges ont tellement fait du mal. Hein? Mais il n'y a pas que l'histoire de Patrice Lumumba. Mais les Belges, c'est quand même des enfoirés. Donc des enfants métis qu'ils ont eu avec des belles femmes noires en Afrique. Et donc ils amènent les enfants en Belgique. Et ils ont changé des actes de naissance pour faire passer que les enfants ne retrouvent pas qui est réellement leur mère. Mais les enfants, en grandissant,
On fait des enquêtes pour savoir vraiment qui était leur maman. Mais c'est un crime contre l'humanité. La Belgique de merde. Vous voyez vos beaux immeubles que vous avez construits en Belgique. Mais c'est avec l'argent du Congo. Le Congo RDC, le poumon central. Mais qui a fourni pas mal d'aide dans le monde. Mais vous êtes des enfoirés de merde. Oui, la Belgique de merde. Mais c'est pas pour rien. Quand j'allais en Belgique, je ne voulais jamais rester là-bas. Quand je passais toujours, je ne voulais jamais rester. Mais parce que c'est une terre des maudits. C'est une terre maudite. Et c'est le pays, là où des gens soi-disant, qui ont fait des grandes études, vont pour faire la courbette, pour demander aux Blancs belges qui veulent être présidents en RDC. Mais il y a problème. Est-ce que la Belgique, le Congo RDC appartient aux Belges? Mais voilà pourquoi nous nous disons soulèvement populaire. Et Boma Bakolabo Nakatia Congo RDC. Oui, il y en a marre. Les Belges, toujours les Belges. Vous voyez? Donc c'était ce direct que j'ai fait aujourd'hui, mais j'ai bien eu à le faire. Parce qu'il y a des dossiers cachés sur le métissage. Mais les métis vous en fait quoi? Oui, l'homme blanc a peur parce qu'il sait que ce sont les métis qui vont libérer l'Afrique. Et donc, il faut cacher les métis, que les métis ne sachent pas réellement d'où ils sont nés et d'où ils viennent. Non, les Belges, ils sont forts. Mais forts dans la bêtise. Et la bêtise vous a rattrapé. Parce que vous ne pouvez pas cacher l'histoire. Non. Les Belges de merde. Voilà pourquoi les femmes africaines devront maintenant faire très attention. Parce qu'il y a des Indiens qui sont en RDC. Il y a des Chinois. Il y a des Vietnamiens. Il y a de tout. Mais n'enlevez pas vos pagnes pour ces hommes-là. Ne donnez pas votre corps. Non. Non. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, la femme noire doit être réservée pour l'homme noir. Oui. Catégorique. L'homme blanc et les autres, chez vous là-bas, allez chez vous, mais foutez-nous la paix. Vous venez déjà pour nos minéraux, volez nos minéraux, et vous venez pour enceinter, et après, vous tuez les enfants. Parce que c'est des métis. Hein? Les Japonais l'ont fait. Maintenant, les Belges, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils quittaient la RDC? Ils ont falsifié des actes de naissance pour ne pas laisser des traces. Il ne doit pas avoir des traces. Ça fait mal. C'est aberrant. On va où? Qu'est-ce qui se passe? La femme noire est-elle une esclave pour vous? La femme noire, vous avez eu à baisser son pantalon, mais est-ce qu'elle a baissé son pantalon? Elle a baissé son pagne, et vous avez baissé votre pantalon pour que cette femme ait un enfant, et après que vous kidnappez cet enfant. Mais c'est un crime. Et nous avons vu dans le reportage, une mère rwandaise, elle a vu son enfant après 20 ans. Imaginez, elle était en larmes. Ah! Les Belges. Et ce sont les Belges qui ont appris aux Rwandais Tutsis comment couper l'être humain avec des machettes. Ce sont les Belges. Je l'ai toujours dit dans des vidéos passées avant. Les Belges. Des hommes excessivement dangereux. Les Belges. Des tueurs. Les Belges. Donc nous avons suivi ce direct et la vérité triomphera. Parce que la vérité,
il ne faut pas qu'elle passe la vérité. Hein. Et moi, j'amène toujours des sources. Quand je fais toujours des directs, j'aime me montrer des preuves. C'est ce que moi je fais toujours. Parce que l'Africain, quand vous parlez, l'Africain veut des preuves. Hein? Et moi j'amène des preuves. Voilà. Donc le malheur de l'Afrique, comme j'ai toujours dit, hein? Les venant d'ailleurs. Et secondo, alléluia, alléluia. La religion venant d'ailleurs. La Bible. Vous avez suivi dans le reportage, les Belges ont parlé même de l'Église. Toujours la Bible. Et vous avez un secondo d'autres religions qui sont à l'origine du désordre en Afrique. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oui. Ils ouvrent des tapis. Ils ont des Corans à la main. Ils font Allahu Akbar. Mais faire du mal aux gens, ah ça, ils sont champions. Ils sont champions. Devenez musulmans et vous connaîtrez la vérité des musulmans. Allahu Akbar, Allahu Akbar. À n'importe quel moment, ils vont ouvrir les tapis pour faire Allahu Akbar. Mais savoir faire du mal, ça, ils sont champions. Vous regarderez dans n'importe quel livre. Dieu, il ne reconnaît pas, hein? Il ne reconnaît pas les religions. Parce que la religion et la politique. La religion, la politique et la prostitution font un seul monde. Les trois là, ils vont ensemble. Et ça marche bien. La religion, la politique et la prostitution. Et ce sont ces trois-là qui servent à bousiller le mental de l'homme noir, la religion. Abrutir l'homme noir, la religion. Et ils sont champions, ils aiment cela. Parce qu'il faut rendre l'homme noir idiot. Et ils le kiffent, hein, la religion. Il est temps que l'homme noir se réveille. Il est temps que la jeune femme noire se réveille. Il est temps de sortir de l'imbécilité. Parce que l'être humain noir ne doit pas continuer à être bête et bête. Non, déjà l'être humain noir n'est pas bête. Mais qu'est-ce qui fait que l'être humain noir devient bête? Hein? Alléluia, Alléluia. Nakombo ya tata Yesu. Sharakabarakobora. Arakibaro shabarababa. Vous vous posez même la question, c'est quelle langue? Mais vous vous demandez même, c'est quelle langue? Oui. Car l'Église, vous avez entendu dans le reportage, des Belges eux-mêmes ont reconnu. Ils ont parlé de l'Église. Mais l'Église est à l'origine. Et voilà pourquoi il y a pas mal d'églises de réveil. À Kinshasa, il y a pas mal d'églises de réveil. Hein? En France, il y a pas mal d'églises de réveil. En Belgique aussi, il y en a. Et en Angleterre, il y en a, mais moins. Vous entendez? Mais c'est quelle langue? L'Église.
Et à Kinshasa, vous entendez Alléluia, Alléluia, Nakomoya Yesu, Alléluia, Alléluia. L'aliénation totale. Oui. Aliéner la mentalité de l'homme noir. Et ils sont arrivés, hein? L'aliénation. Abracatata, arakabakompo, arikapapapapapapapa, arakapoupou, arou, arakakakaka. On se demande c'est quelle langue. Hein? Les églises de réveil. Et ils sont tout le temps avec les faux, ils sont avec les dictateurs, hein? Ceux-là qu'on surnomme églises de réveil. Hein? Les faux pasteurs. Ils ont des 4x4, ils ont des jets, d'avions, des jets, des petits avions jets. Hein? Des dictateurs. Mais ils sont là. Arakatatatata, arakatututamapa, andakatapapapatakatatapa, arak. Non, 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 non. Champion dans le mensonge. Et ceux qui vont dans leurs maisonnettes, là, les églisettes, normalement devront échapper. Hein? Parce que dès que vous entendez quelqu'un qui crie, hein? Arakatatatakapo, arakitakapapa, il faut fuir. Hein? Il faut fuir. Hein? Mais il y a pas mal qui sont là. Et après, vous voyez des paniers à côté du pasteur. Hein? Oui, vous avez 2 $, mettez. Vous avez 5 $, mettez. 10 $, il faut mettre. Ah! Businessman. Voilà. L'aliénation. Donc, le peuple noir, aujourd'hui, devrait sortir de l'imbécilité. Nous avons vu dans le reportage. Ils ont parlé du gouvernement belge et ils ont parlé des églises. Les églises sont à l'origine. Dans tout, hein, quand vous allez bien regarder, dans tout. Hein? Voilà pourquoi j'ai toujours dit, l'être humain devrait repartir aux sources. Les sources de nos ancêtres sont des clés pour sortir du gouffre. Oui. Et l'homme blanc détient nos sources. C'est quoi? Les masques africains. Les statuettes africaines dans leur musée. Dans leur musée. Et au Vatican, ils ont des statuettes, des masques des parents, de nos ancêtres. Il faut qu'ils restituent tout cela. Pourquoi ils les gardent là-bas? Hein? Pourquoi ils gardent ça? Il faut restituer nos biens. Mais c'est comme ça qu'ils contrôlent l'homme noir. Hein? Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, petit, au Congo-Brazzaville, quand j'allais à l'école, c'était Mwana Mundele, enfant de blanc. Et on m'appelait Mundele Madesu. Hein? Mais j'étais quelqu'un, quand on m'appelait comme ça, tout le temps je frappais. Hein? Je tapais, moi. Hein? Donc, nous allons voir autre chose pour comprendre. Parce que quand même, hein, donc, les Belges toujours cachaient l'histoire, hein, prendre les Noirs comme si c'était des riens, hein, mais c'est quand même touchant. Nous allons suivre cela. Très important. Les femmes comme Priscilla sont des parias dans cette société ultra-catholique. Les femmes comme Priscilla sont des parias dans cette société ultra-catholique. Officiellement, la prostitution est interdite. Mais l'État ferme les yeux car le business du sexe est un pilier de l'économie. 400 000 femmes y travaillent, méprisées par leurs concitoyens. Leurs enfants subissent le même sort.
Fry, cette jeune femme d'une trentaine d'années, n'a rien connu d'autre que le rejet. Elle est née d'un père noir américain, le pire des cas. Ils se sont rencontrés quand ma mère avait 16 ans. C'était dans un bar ici à Olongapo. Et puis ils ont vécu ensemble. Quand mon père m'a vue à ma naissance, il a dit « Ce n'est pas ma fille ». C'est comme ça que ma vie a été broyée. C'est comme ça que ma vie est devenue sombre. Ma mère aussi ne voulait pas de moi. Elle disait toujours que j'avais ruiné son existence. À cause de ma couleur, elle ne pouvait pas vivre normalement. Tout le monde voyait qu'elle était une prostituée. Une femme sale. Fry finit dans la rue à l'âge de 11 ans, sans aucun soutien. C'est seulement au bout de 6 ans qu'elle trouvera un abri grâce à un prêtre irlandais. Le pire, c'était la saison des pluies. Il faisait froid et je n'avais pas de couverture ou de coussin. Le plus dur était de penser que j'étais toute seule dans la rue et que ma mère dormait dans un lit. Ils avaient de quoi manger. Chez elle, il y avait la place, j'aurais pu y dormir. Et moi, je n'avais rien, j'étais seule dehors. Mais ils ne se sont même pas demandé si j'étais morte ou vivante. Même mon père, il était peut-être en train de boire des bières et de s'amuser. C'était insupportable de penser à ça alors que moi j'étais dans la rue. Les Américains ou les Européens qui viennent ici devraient éviter de faire des enfants. Ils peuvent s'amuser et acheter des services sexuels, mais pas faire des enfants. Voilà. Vous avez vu, hein, vous avez entendu. Hein. C'est bien. Les Américains, ils vont dans les pays. Les Blancs en général, ils font des enfants. Mais ils font des enfants après pour assumer. Ils ne veulent pas assumer. Ils ne veulent pas. Ils délaissent des enfants. En Philippines, nous avons vu cette dame parler de son histoire en train de pleurer. Pourquoi? Le papa noir, la maman philippine. Et le papa, quand la maman lui montre l'enfant, il refuse l'enfant. Et cette dame, elle a vécu dans la rue. Et à 11 ans, c'est quelqu'un qui l'a pris. Un prêtre. Ça fait mal. Voilà le monde. Le monde. Mais attendez, quand on nous parle de l'enfer, on dit qu'il y a l'enfer, oui, ça existe. Mais pendant qu'on est sur terre, c'est aberrant de voir ce qui se passe sur terre. Ah oui. Mais les gens sont maltraités sévèrement. Est-ce que c'est normal ça? Ça fait mal. Le monde, l'être humain. L'être humain est méchant. Oui, très méchant. Ils vont dans des pays, en Philippines. Ils enseignent des femmes et ils refusent d'assumer. Ils vont en Afrique. Ils enseignent des femmes et ils tuent les enfants. Parce que les enfants vont sortir, c'est des métis, il faut les tuer. Mais attendez, mais on va où là? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce monde de Sodome et Gomorrhe? Hein? Ça fait mal. Je vais prendre fin de cette vidéo.
de ce direct sur les métis. Hein? C'est bien d'amener d'autres styles, des séries et montrer ce qui se passe dans le monde que nous vivons. Parce que le monde là, c'est pas un monde en paix. Hein? C'est pas un monde où il faut croire que c'est la joie. Hein? Non. Non. Nous allons écouter le grand de grand. C'est parti. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Laisse-moi parler. C'est quoi ton problème? Fils de pute de merde de fils de pute, voilà, de pute, de fils de pute de merde. Je suis pas musicien, moi je suis griot. Je chante ce que je vois, ce que je vis, ce que j'entends. L'état de mon pays, ça me gonfle, ça me saoule, ça m'énerve. C'est quoi ton problème? Fils de pute de merde de fils de pute, de fils de pute de merde. Dans mon pays, tout va bien, à part ce qui ne va pas. Le gouvernement est vétuste, l'Assemblée est vétuste, le Sénat est vétuste. Et tu veux pas que je parle? C'est quoi ton problème? Fils de pute de merde de fils de pute, de fils de pute de merde. Ngeke musicien, funge yimba mambia boala, ngeta la mambia peu, samna bamfumu, ba aussi, bakuwa, ngeke yimba kaka, bania bamfumu. C'est quoi ton problème? Fils de pute de merde de fils de pute, de fils de pute de merde. Bambuta wabata. C'est pas parce que je m'appelle Bangeso Youssou Bond que je ne suis pas le fils de la nation, voilà. Bambuta wabata. Je viens d'une nation où il y a le père de la nation, je suis le fils de la nation, j'ai le droit de parler. Bambuta wabata. Tu as le droit. La diaspora m'a dit que si je rentrais chez moi au Congo, franchement, on me couperait la tête. Non, je suis pas musicien, moi je suis griot. Je chante ce que je vois, ce que je vis, ce que j'entends. Dans mon pays à moi, il n'y a pas de musiciens. Quand ils chantent les politiques, généraux, les ministres, on les appelle les musiciens. Ah bon? Mais devant moi, c'est pas des musiciens. Okay. C'est quoi ton problème? Fils de pute de merde de fils de pute, de fils de pute de merde. J'ai été à l'école, je sais lire, je sais écrire, laissez-moi réfléchir. Dans mon pays à moi, la culture n'a pas sa place. Télé Sassou, c'est pas Télé Congo. Radio Sassou, c'est pas Radio Congo. Nipouna, et tu veux pas que je parle? 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 C'est quoi ton problème? Fils de pute de merde de fils de pute, de fils de pute de merde. Tu veux pas que je parle? C'est quoi ton problème? Fils de pute de merde de fils de pute, de fils de pute de merde. Tu veux pas que je parle? C'est quoi ton problème? Tu veux pas que je parle? Yemba, Yemba. C'est quoi ton problème? Tu veux pas que je parle? C'est quoi ton problème? Tu veux pas que je parle? Voilà, donc passez une excellente bonne soirée et merci d'avoir suivi ce direct sur les métis. Et les métis, c'est pas des blancs, c'est des noirs. Vive le peuple noir, vive
la libération de l'Afrique. Oui, et ça viendra. Parce que les barbares, l'homme blanc, doit dégager de la piste et laisser le peuple noir vivre en paix. Ingeta, Ingeta, nous arriverons, Ingeta. Oui, oui. Bye bye.